Les gros mollets. Ah oui, ok, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Mollets. Je dis plus le numéro parce qu'on s'est trompé pour celui de Freddy. Comment tu vas, Théo? Très bien, et toi Victor, ça va? Ça va, super. Froidement. Je suis Voilà. content d'être bien au chaud dans le studio de la MJ ici. Mais voilà, c'est Noël. Réveillon demain. Donc on enregistre cet épisode au 23 décembre. Et pour la période, on s'est dit qu'on allait quand même essayer d'inviter quelqu'un qui organisait des événements, 1 ou 2 par an maximum, tu vois, de temps en temps. Et donc voilà, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir quelqu'un qui ne craint pas le soleil tant il porte des casquettes, plus encore qu'un youtubeur qui a la calvitie. Alexis Phronistas. Salut Frony, comment ça va? C'est beau, salut les gars, ça va très bien. Vous me cueillez du coup à la sortie d'un week-end bien festif ici à Toin. Donc, Il paraît. Je suis au top de ma forme. Comment ça s'est passé pour toi là? Super bien, donc on faisait Noël ensemble. Un peu mouillé, effectivement, la météo n'était pas dingue, mais les retours sont super positifs. On a envoyé de la magie aux 4 coins de l'entité, donc on est heureux, c'est le principal. Voilà, comme d'habitude, on ne sait pas exactement de quel sujet on va parler en particulier, donc ce qu'on va faire, c'est retracer un petit peu ta vie. Tu vas nous raconter ce que tu as envie de nous raconter, puis quand ça nous intéresse, on s'arrêtera. Et c'est parti, Théo, je te laisse commencer. Ouais, j'allais te demander, Frony, si t'étais tudinien de naissance, est-ce que c'est ta ville? Ouais, hein, tout à fait. Hein, donc 32 ans maintenant. Alors oui, je suis né à Montigny-le-Tilleul. Mais mes parents ont toujours habité Toin et j'y suis depuis que je suis tout petit et j'y vis et je m'y épanouis jour après jour. Et quoi, école à Toin aussi? École à Toin aussi, donc j'ai fait le Sacré-Cœur en primaire, donc très chouette école. Et puis j'ai migré vers Notre-Dame. Notre-Dame, parcours scolaire traditionnel hein, en général, orienté sciences éco, parce que j'adore l'économie. Et où ensuite, petit accident de parcours, j'ai dû recommencer ma réto. Ça arrive même au meilleur. Ça arrive même au meilleur, surtout au meilleur. Et donc voilà, c'est le moment où la fête a un peu pris le dessus. Pas forcément la fête, mais l'organisation d'événements, la convivialité, etc. a pris un peu le pas sur les études. Et donc voilà, petit accident de parcours, mais qui au final a été une opportunité parce que je suis parti refaire une réto à Namur en côte en fait. Donc parce que mes parents avaient déjà loué un côte avant que je termine ma réto. Et donc je pense qu'eux, ils se sont débarrassés aussi en se disant... Voilà, et puis finalement, je suis parti à Namur en côte, refaire ma réto avec toutes des personnes que je connaissais pas. Ah, le rêve, quoi. Ouais, incroyable. Ouais, c'est un rêve, mais c'était chaud quand même, quoi, parce que c'était chaud parce que j'avais tous mes copains qui étaient à l'école supérieure. Moi, j'étais toujours en réto avec les obligations aussi de l'enseignement inférieur, et donc c'était chaud, mais j'ai réussi, je suis passé, c'était nickel, c'était très chouette. Et donc après ça, donc la 6e que tu fais à Namur, après tu continues quoi, des études classiques à Namur, dans quelle section? Ouais, c'est ça. Donc, j'étais à Namur et en fait, j'avais un peu la chance aussi d'avoir tous mes copains qui étaient à la fac, qui étaient dans des hautes écoles, etc., qui me parlaient un peu de leurs études aussi, entre les guindailles, et qui m'expliquaient un peu ce qu'eux voyaient, etc. Et donc, j'avais vraiment un éventail, mais vraiment sur le moment même de ce que mes copains, en fait, étudiaient comme cours. Hein. Et donc, là, moi, je me suis dirigé vers la relation publique, Albert Jacquard. Donc c'est 3 ans en bac. J'en ai fait que 2 parce qu'il y avait énormément de langues et donc ça demandait énormément d'études. Et je suis plus quelqu'un pratico-pratique et donc j'avais un peu plus de mal sur ce point-là. Et donc, mais voilà, ça changerait en fait que j'ai appris énormément de choses pendant ces 2 années à Albert Jacquard et j'ai encore des contacts avec des gens avec qui j'étais qui maintenant sont dans des boîtes, sont chargés de com, etc. Donc c'est vraiment super cool, quoi. Mais c'est vrai que moi, ça a été Enfin, je me posais la question en réfléchissant à l'épisode tantôt. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était parce que tu faisais DJ et t'organisais des soirées, tu vois. Ouais. Nous, quand on était ados, il y avait les Place to Be. Ouais, tout Donc à fait. c'était déjà à la MJ, Tout c'était à fait. déjà à la Maison des Jeunes, mais au 63Z, donc sur la Drève. Et c'était un peu les soirées où on voulait aller, mais on avait presque l'âge d'y aller, mais pas encore, tu vois. Parce que c'était On les était encore grands un frères, peu les grandes juste, sœurs. ouais, on était encore un peu. Et c'est ça. Et puis après, voilà, tout l'événementiel et tout. Mais je me disais, mais en fait,
au final, tes premiers boulots, c'était quoi en fait? Premier boulot, c'était DJ. Donc en fait, déjà quand j'étais à Notre-Dame, donc déjà en quatrième, cinquième, je commençais déjà un peu dans, je vais pas dire vraiment le mix parce que c'était pas le terme, mais plus de l'animation de festivité, de foire au boudin, comme on dit. Ouais. Mais voilà, donc c'était vraiment, on arrivait avec notre matos, j'avais acheté un peu de matos, etc. Et on s'installait. Parfois, c'était rien, c'était un jeu de lumière, un petit baffle dans le garage d'un ami ou autre. Et de fil en aiguille, effectivement, ouais, ça a été mon premier job que j'ai combiné avec mes études. Donc tu l'as Donc, fait professionnellement. J'ai quoi. fait professionnellement, ouais, tout à fait. Donc, par exemple, mes 2 balles réto, celui de Toin et celui de Namur, je les ai animés moi-même. Donc, ça, c'était hyper drôle. Et après, ouais, il y a eu plein d'événements aussi, des événements aussi dans les universités, etc. Donc, avec le tissu relationnel que j'avais, j'ai été mixé un peu partout. On a été mixé à la Casa, Louvain-la-Neuve, ça, c'était très chouette aussi. Et donc l'idée, c'était vraiment, ouais, je débarquais avec mon matériel et j'ai fait ça pendant 10 ans, quoi. Donc pendant 10 ans, on a fait pas mal de fêtes. On a lancé nos propres concepts de soirée aussi. Je prends notamment les soirées Take Me Out qu'on a fait avec la MJ, qu'on organisait avec Perrin et Antoine. Ça, c'était un peu plus tard, mais sur le tout début, on faisait student party au bar Patro. Et donc, c'était des soirées où la shop était à 1 €. Ça, c'est la grosse nostalgie. Mais c'est surtout, voilà, c'était vraiment des soirées sans prise de tête. On arrivait, on mettait 4 jeux de lumière, 2 enceintes. On mettait des années 80 et on dansait là-dessus, quoi. C'était vraiment ça, super cool. Vous faisiez un peu comme une jeunesse, mais sans être une jeunesse. C'est quoi, ça, en fait, ouais. quoi. C'est Je sais pas clairement si c'était ça. déjà un concept qu'il y avait à ce moment-là. Non, à il n'y avait pas de Toin. jeunesse à toi à ce moment-là, non. C'est vrai qu'on aurait pu le faire et on l'a jamais fait. Mais on se retrouvait quand même tous les week-ends pour faire des fêtes. On avait un copain, ça c'est ce qui m'a marqué le plus. On avait un copain qui avait sa maison en travaux. Et en fait, pendant toute la durée des travaux, on virait tout l'intérieur. On payait un billet d'avion à sa mère pour qu'elle parte en vacances. Et on mettait une sono et tout dans sa maison. On faisait venir 60 personnes. Et c'était un projet X avant que le film Projet X n'existe, quoi. Et donc on s'est vraiment bien amusé là-dessus. On a vraiment passé des chouettes moments, toujours en toute convivialité, vraiment dans un esprit bon enfant. Et ouais, ça a pas mal bougé quand même sur 10 ans. Tu parlais de la Casa à Louvain, c'est quoi l'apogée de ta carrière de DJ, le plus gros event? Des events, si je devais en retenir, il y en a beaucoup parce que il y avait des événements privés comme des mariages ou autres, il y a des fêtes d'entreprise, enfin il y a plein de choses. J'ai rencontré énormément de personnes pendant cette partie de ma vie qui était bien animée parce que c'était sur la fin, c'était les jeudis on était en after work dans des concessions automobiles, les vendredis il y avait des fêtes, les samedis c'était les mariages, le dimanche il y avait toujours un truc et donc c'était des week-ends de 4 parfois 5 jours, donc ça c'était quand même chaud mais c'était hyper drôle. Beaucoup d'événements aussi de folklore, notamment Saint-Roch-à-Toin, forcément, Saint-Roch-d'Amsureur. C'est des parties, si je prends un Saint-Roch-d'Amsureur, je partais pendant une semaine à Amsureur avec ma valise et je dormais chez les habitants et j'animais le chapiteau tous les soirs, quoi. Donc c'était vraiment chouette. Et je vais dire l'apogée, entre guillemets, la plus grosse date, parce que souvent dans le monde du DJing, maintenant on parle de grosses dates et de grosses scènes. J'ai quand même fini sur la scène du parking Fédé à Louvain. De 3 à 4 heures au matin, 10 000 personnes devant. Et c'est une des seules fois où j'ai eu le trac dans ma vie de monter sur scène, quoi. Et donc, je me souviens, j'avais une de mes amies, Pauline, qui était à côté de moi, qui me tenait la main, qui dit allez, ça va aller, il faut y aller. Et j'étais là, je fais non, trouver quelqu'un d'autre, j'y vais pas, quoi. Et finalement, je suis monté sur scène, t'as les 3 premières minutes où t'as le trac, et puis c'est parti, quoi. Donc, Donc ce délire de copain qui commence dans un garage finit quand même à Louvain devant 10 000 personnes. Tout à fait, ouais. Et c'était encore pour envoyer des conneries de musique, mais c'est ce qui marchait le mieux, et c'est ce qui marche encore maintenant. Donc, non, c'était vraiment un chouette chapitre de ma vie que j'ai refermé à partir du moment où j'ai rencontré ma compagne, mais aussi à partir du moment où la caravane passe aussi a pris son envol et où à combiner les deux activités, c'était beaucoup plus délicat, quoi. Donc là, au niveau de la chronologie, on était à tes 2 ans en études sup. Ouais. Après, au bout de ces 2 ans-là, quand tu te rends compte qu'il y a beaucoup de langues et tout, tu fais quoi? Alors je me rends compte que forcément les études c'est pas trop fait pour moi, pas parce que j'ai pas les capacités, mais parce que je suis plus un peu flemmard et j'avais d'autres activités qui m'excitaient un peu plus. Et donc là je prends la décision de partir en formation en alternance à l'IFAPM de Gilly, donc Charleroi. Et en fait j'entends parler de la formation en alternance.
je me dis, au final, c'est chouette. C'est un stage en entreprise où on bosse, en fait, où on fait vraiment du pratique. Et on a les cours sur le côté qui nous permettent aussi d'apprendre. Donc, je débarque là-bas, formation chef d'entreprise, conseiller en marketing. Et je débarque là-bas et là c'est vraiment une révélation, c'est vraiment là où je prends mon pied, où je m'éclate parce que c'est là où je me révèle vraiment, où je trouve vraiment quelque chose qui me correspond, des études qui correspondent aussi, donc les cours sont beaucoup plus parlants que d'apprendre comment on dit une table en espagnol, quoi. Donc c'était quelque chose qui moi pratiquement me convenait vraiment. Donc cette formation en alternance, je la fais dans une entreprise et dans le centre. L'entreprise, c'est une ASBL à Civriran, c'est l'agence de développement local. Et donc c'est une agence, comme il en existe ici à Thoin, hein, donc c'est une agence qui a pour but de développer économiquement une région, d'organiser des événements aussi. Et donc c'est là où en fait la boucle se boucle un peu. Et dans cette ADL, en fait, je suis sur place 4 jours semaine, à organiser des événements, à coordonner des artisans, des commerçants, à vraiment faire du pratique et puis la formation en centre sur le côté. Ça se finit au bout de quoi? Il y avait un TFE. Enfin, c'est quoi si j'ai bien compris, la caravane part de l'IFA-PME? Je commence l'IFA PME et la caravane passe débute quasi en même temps. Et donc, en fait, effectivement, il fallait faire un sujet de TFE sur quelque chose qui nous passionnait. Et donc, je me retrouve à devoir choisir un sujet de TFE. Et c'était mon sujet de TFE, c'était comment rendre un projet artisanal et en faire une vraie société, quoi. Et donc, en fait, il y avait cette idée. Moi, depuis toujours, je baigne dans le milieu de l'événementiel. Et je cherchais, en fait, je me rendais compte qu'on perdait énormément de temps quand on monte et quand on démonte un événement. Et donc, je me dis, il faut trouver une solution rapide pour ça, pour pouvoir installer facilement et redémonter facilement un événement. Et donc, l'idée, la première, c'est de mettre tout sur roulette, sur des grosses remorques bien chères, bien grandes, etc. Et puis en fait, j'ai l'occasion de récupérer une première caravane en 2014. Et donc de là, naît la Caravane Pass que beaucoup connaissent aujourd'hui. Mais sur les débuts, voilà, il fallait quand même baliser l'activité, il fallait la structurer, il fallait dire, OK, comment la développer commercialement, économiquement, pour que ce soit un modèle viable, etc. Et sur le plan marketing, en fait, ça a été mon sujet de TFE. Et donc, tout mon sujet de TFE avec un maître de stage qui était Monsieur Deschamps, qui en fait était, qui était dans les hautes sphères de chez Mercedes pour la gestion marketing. Et donc, c'est lui, en fait, qui me suit pour mon TFE, qui me donne des conseils, etc. Donc, c'était hyper chouette parce qu'en fait, je travaillais dans le système scolaire, mais en ayant quelque chose qui était vraiment adapté à moi. Donc, c'était vraiment top nickel. Et donc, avec une pointure, quoi. C'est ça. Et donc, j'ai fait mon sujet de TFE, c'était tout le développement économique et marketing de la Caravane Pass, quoi. Ok. Un TFE qui normalement est théorique, là, tu avais déjà entamé la pratique pendant le fait que tu faisais ton TFE. Tu parlais d'avoir acquis une caravane. Normalement, un TFE, c'est théorique, quoi. Donc, t'es pas obligé d'en faire réellement quelque chose de concret. Non, normalement, c'est vrai qu'un TFE, souvent, un TFE, c'est uniquement sur papier. Là, la force que j'avais, c'était que j'avais déjà les véhicules, l'activité était déjà en cours de lancement. Et donc, il y avait vraiment, j'ai pu faire, en fait, des ajustements au fur et à mesure de ce qu'on voyait en cours, de ce qu'on étudiait, pouvoir adapter des choses, etc., quoi. Donc, c'est ça que c'était vraiment, ça, quand je dis que l'IFA-PME, la formation en alternance, a vraiment été une révélation, c'est que chez moi, ça a vraiment marché parce que c'est vraiment ce qui m'a donné la pêche, l'envie et l'étincelle, en fait, de débuter tout ça, quoi. Ouais, j'ai fait ça aussi et moi, c'est vraiment le truc qui m'a donné le goût au travail, quoi. Avant ça, j'étais fatigué à rien faire et après ça, quand t'avais fait une bonne journée de travail, tu savais pourquoi tu étais fatigué. Donc, ça te donne envie parce que au jour le jour, en fait, tu vois ton évolution et tu vois comment t'avances, quoi. Et donc, pour la petite parenthèse, maintenant, on a chez nous un apprenant IFA-PME. On a réouvert une formation avec l'IFA-PME qui s'appelle Rénovateur de caravanes et mobil-home, qui existait dans les années 70. Quand j'ai été nommé artisan de l'année, on l'a remis au goût du jour. Et maintenant, cette formation, elle existe. Et on a un apprenti chez nous qui apprend ce métier de rénovation de caravanes et de mobil-home. Donc tu peux aller t'inscrire à l'IFA-PME et prendre ça, quoi. C'est ça. Incroyable. Ah, tout à fait. Ok, donc on rentre dans le volet Caravane Pass. Déjà d'abord, parce que ça fait déjà 5 minutes qu'on en parle, mais au final, pour les gens qui connaissent pas, c'est quoi en une phrase, c'est quoi le projet? Alors, le Caravane Pass, à la base, c'est une société de location de caravanes pour les événements. Donc, c'est-à-dire, on récupère d'anciennes caravanes de camping, on les vide, on les transforme, on les découpe, on les met en couleur, on les customise pour en faire des cellules pour événements, donc des billetteries, des bars, des podiums, des photomatons, tout dans des caravanes à roulettes. Donc, on en revient à cette idée d'avoir des choses sur roulettes.
Euh, Aujourd'hui, maintenant, on va fêter nos 10 ans et donc l'activité a évolué aussi. Et on est plus maintenant sur un écosystème événementiel où on a encore des caravanes, mais pas que. Il y a plein d'autres choses aussi derrière, quoi. Ouais. Et Théo me disait que vous avez 80 caravanes maintenant, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc on a 80 caravanes, remorques et stands. Donc quand je dis qu'il n'y a plus que des caravanes, maintenant on a des remorques, on a des stands aussi. Mais toujours dans cet esprit un peu original, inventif, farfelu, avec des matériaux de récup. Et donc c'est ce qui fait un peu notre ADN aussi. Et qu'est-ce qu'il y a comme type de carnaval de carnaval? Le carnaval, alors on a Binche. Les 26 heures de Gilles. Non, de caravane. Donc, moi, je sais bien qu'il y a Photomaton, il y a le bar, mais je suis sûr qu'il y en a plein. Ouais, tout à fait. Alors, si on prend les plus insolites, on a la caravane DJ, forcément, qui est une caravane pour mettre un DJ jockey sur événement. Donc, je reviens un peu à mes premiers amours. On a une caravane nursery aussi, qu'on a lancée il y a 2 ans et demi, en fait. La caravane nursery, en fait, c'est une caravane que j'ai été achetée le jour où mon fils est né. Et donc, je me suis dit, OK, il faut faire un truc parce que je me rends compte que sur les événements, il n'y a pas d'espace de qualité de change pour pouvoir changer les enfants. Mais ça, tu peux t'en rendre compte que quand tu as un enfant. Et donc, je me suis dit, bah, OK, il y a cette caravane qui est là. C'est un peu la destinée. Donc, on l'a transformée pour faire un espace de change pour les enfants où les parents peuvent aller changer leurs enfants, les allaiter, chauffer leur repas, etc., quoi. Donc, ça, c'est vraiment dans les insolites. Et puis, effectivement, on a tout ce qui est bar, podium, bureau. On a une caravane avec des bornes arcade. Enfin, on a plein de choses. À partir du moment où on a une cellule vide et un peu d'imagination, on peut tout créer, quoi. Donc, on en sort quasi encore chaque année des nouveautés. Donc, Trop cool. Tu dis vous êtes combien maintenant? Alors, j'ai toujours dit on, même quand j'étais tout seul au début, je disais on, parce que l'aventure de la Caravane Pass, ça a commencé il y a 10 ans, il y a beaucoup de personnes qui ont gravité autour du projet. Alors, c'est le gars qui vient venir, qui est indépendant, qui va venir mettre en couleur chez nous, faire un entretien de caravane, mais ça va être aussi le pote qui va venir avec moi un dimanche matin, acheter une caravane dans le nord de la France ou un truc ainsi, quoi. Et donc, il y a énormément de personnes, en fait, qui gravitent autour de ce projet. Et c'est un peu la magie aussi de la Caravane Pass, c'est que sur les 10 années, là, il y a énormément de personnes qui ont touché de près ou de loin le projet. Aujourd'hui, en interne, moi, je gère toute la société, la Caravane Pass et ses filiales, on va dire. Il y a Dylan qui est chez nous en apprenti. Alors, on tourne, on a 5-6 indépendants qui tournent chacun avec leur spécificité, leur qualité. Donc, on a un gars, par exemple, son kiff, c'est de faire que de l'éclairage de remorque. C'est un truc qui ennuie tout le monde, ça prend un temps de dingue, mais lui c'est son kiff et donc il vient chez nous, il passe une journée, il refait ça, quoi. Et donc il y a pas mal de profils comme ça qui se complètent maintenant et qui permettent vraiment d'avoir une équipe vraiment polyvalente. T'as des gens fixes chez toi? Des gens fixes, non, parce que on est déjà dans un secteur qui est très estival. Et donc, mais Ouais. par contre, on a des profils où on a des gars Récurrents. ouais, c'est ça, qui viennent quasi tout le temps sur des montages d'événements ou autres. On a toujours des personnes qui gravitent autour et qui sont toujours là, quoi. Donc, Ok, mais en plus, enfin, du coup, je suppose que c'est quand même ton activité principale. oui. Est-ce qu'on est en train de passer une grosse étape dans le temps, là, en passant sur la Caravane Pass où on est bon dans ta vie? Vous pouvez répéter la question. Bah donc, on a fait tu sors des études. Pendant tout ce temps-là, tu fais les 10 années DJ. Oui. En même temps, je suppose que tu gardes en tête ce truc de caravane. Tu commences déjà à le développer. Ou alors, quoi, il est resté un peu en stand-by pendant quelques années et puis tu t'es vraiment mis sérieusement... Au début, j'ai un peu combiné l'activité de DJ et le lancement de la Caravane Pass. Il a quand même fallu 4-5 ans pour que l'activité se lance vraiment, qu'elle soit rentable et qu'elle puisse commencer à devenir sérieuse. J'ai commencé via la Smart. Puis j'ai fait le tremplin indépendant et puis je suis passé indépendant full. Et à partir du moment où la société a vraiment explosé en 2018, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment fait le switch. J'ai pris la décision d'arrêter de mixer. Parce que tout simplement, je mixais dans des événements et puis à 2h du matin, je reprenais la voiture pour remonter à Namur, mettre du papier dans le photovan qui était sur les solidarités. Et donc à un moment, tu peux plus faire ça, quoi, sinon tu dors plus. Donc c'était beaucoup trop dangereux, il y avait trop de risques, trop d'enjeux. Et à côté de ça, je ne me voyais pas non plus être disjockey jusqu'à 50, 60 ans et en faire vraiment mon métier. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, c'est génial. Hein, on rencontre plein de gens, on voit plein de choses. J'allais mixer à Bruxelles, on dormait à l'hôtel. Enfin, c'est génial quand tu as 18 ans et que tu vis ça. Mais sur le long terme, il faut quand même savoir tenir, quoi. Donc, je ne voudrais pas maintenant avoir une vie où je suis encore sur les routes mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et donc, c'est un très beau chapitre de ma vie, même je ne saurais plus assumer maintenant, quoi. Ok. À ce moment-là aussi,
je viens d'y penser parce qu'en plus, on est dans une pièce, on enregistre du coup à l'étage de la maison des C'est jeunes. génial le retour aux sources. Mais du coup, toi, pendant que tu étais DJ, tu as aussi donné des cours de DJing. C'est ça. Mais donc, il y avait des cours de DJ qui étaient organisés ici à la MJ. Greg, qui est le coordinateur, il est aussi DJ, il les a donnés pendant tout un temps, mais toi aussi, t'es passé ici. C'est ça, tout à fait. Ça, c'est super drôle, quoi. Ouais, c'est hyper drôle, mais moi, en fait, j'ai toujours, dans toutes les activités que je fais, j'aime toujours aller partager, sensibiliser, aider. Et donc, effectivement, les ateliers mixtes de la MJ, c'était vraiment ça, c'était transmettre aussi la passion. Moi, je me suis formé en tant que DJ sur le tas. Enfin, je me suis formé en tant qu'entrepreneur aussi sur le tas. Et donc, j'aime bien pouvoir un peu expliquer les erreurs que j'ai fait pour comment pas les refaire. Et donc, sur la partie DJ, effectivement, il y a les cours qu'on donnait à la MJ aussi. Ici, avec Greg, on a fait ça pendant 2-3 ans, je crois. C'était super cool parce qu'on avait des petits jeunes qui venaient en fait tous les lundis pour nous voir, pour des fois même juste discuter, juste passer la porte, discuter, voir comment on faisait. Mais voilà, c'était la passion d'échanger. Et maintenant, en tant qu'entrepreneur, je continue encore à échanger en faisant des conférences dans des écoles ou autres pour sensibiliser à l'entrepreneuriat, comment entreprendre, comment se lancer, etc. Et donc, j'ai toujours voulu dans toutes mes activités, c'est pouvoir toujours partager et peut être une source d'inspiration, mais pouvoir échanger et en fait susciter des vocations. C'est vraiment ce qui m'anime beaucoup. On va refaire un petit saut dans le temps dans ta période Caravan Pass. Oui. De ce que j'ai compris, au début c'était de la location de caravane. À partir de quel moment tu t'es dit, avec tout le cheptel de caravane que j'ai là, je vais faire des événements moi? Moi je vais prendre toutes mes caravanes et je vais faire, je pense aux apéros par exemple, Ouais. Up and Down, tout ça. Ça a été une suite logique des choses ou tu t'es dit à un moment donné, elles sont là, elles sont pas louées ce week-end-ci, on en ferait bien quelque chose ou c'était... C'était plutôt l'inverse, dans le sens où la caravane passe à commencer, les apéros ont suivi quelques temps après, et je me disais, voilà, j'ai des nouvelles idées de véhicules, on va les transformer, on va les faire, on va les tester nous-mêmes sur les événements, on va voir ce qui marche pas, et après, on les retransforme. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il a fallu 4-5 ans pour que l'activité se développe aussi, parce que quand tu prends une caravane et que tu dis ok, je prends une caravane, je vais la transformer, on va en faire un événement, enfin en faire une structure pour événement. Au début, il y avait personne qui y croyait du tout, tu vois. Donc moi oui, j'y croyais, mais forcément le projet était tellement farfelu et tellement insolite que les gens n'étaient pas prêts à ça en fait. Et donc d'avoir pu les tester aussi nous-mêmes, ça nous a permis aussi de nous rendre compte des erreurs qu'on faisait, de comment on devait mieux aménager, etc. Et donc, à chaque fois, quasi qu'une nouvelle caravane sortait de chez nous, on la mettait sur un de mes événements pour pouvoir la tester, voir un peu le retour des personnes ou tout simplement voir ce qu'on devait améliorer, quoi. Ouais, donc toi, t'es un petit peu un laboratoire pour les caravanes et une vitrine en même temps pour pouvoir prouver aux gens justement que ça marchait et que ça rendait vraiment bien une fois que c'était mis en route, quoi. Ouais, clairement, c'était vraiment un laboratoire sur les apéros. C'était vraiment, on testait, on voyait un peu. Et c'est là où aussi on se rendait compte, en fait, au-delà d'avoir une petite caravane bien sympathique, rouge, bleu, n'importe quelle couleur, mais en fait, on crée en fait maintenant vraiment des outils professionnels pour les événements. Et donc, en fait, on arrive avec une solution qui s'installe. Si on prend un bar, on installe un bar en 20 minutes, quoi. Alors que si on va chercher des pompes, des frigos, des tonnelles, etc., ça prend beaucoup plus longtemps. Et donc là, c'est un peu notre force aujourd'hui aussi, c'est d'arriver avec des solutions mobiles et insolites, mais qui facilitent en fait vraiment le quotidien des organisateurs d'événements. Ok, là je parlais des apéros. Ouais, justement, peut-être, c'est ouais. quoi les apéros c'est quoi l'histoire un peu du truc? Oh là là, ça remonte, c'est 2017. En gros, on a l'idée avec Antoine de lancer des apéros. C'est qui Antoine? Antoine Crabe, c'est un de mes meilleurs amis. On a l'idée de lancer, avec qui on organisait avant les student parties au bar du Patro. Donc, on a une idée de lancer des apéros parce qu'on est au moment où vraiment ça commence à se lancer un peu partout, hein. Maintenant, on en voit quasi partout. Et il y avait aussi d'autres personnes, d'Antoine, d'autres Tudiniens, Olivier, Laura et Oswald, qui voulaient lancer des apéros. On se dit, on va pas être cons. On va collaborer tous ensemble et donc on se retrouve autour de la table et on se dit ok, on lance les apéros up and down et c'est parti. Et donc on est à 5, on lance ça roule pendant quelques années. L'idée c'était d'organiser des apéros, des événements festifs et conviviaux dans des endroits un peu patates à toi, quoi.
Et donc, on en a fait notamment dans les jardins suspendus, sur la place du Chapitre, forcément, 21 juillet, qu'on a fait pendant plusieurs années. Au berceau. Au berceau, ouais. Avant d'aller à Ça, Saint-Saëns. c'était le rendez-vous annuel. Oh, Où ça, tout le- c'était... Ouais, c'était compliqué, hein. Moi, on est venu t'aider avec la jeunesse. On venait de faire le Seine-sur-Sambre, là. Ouais, c'était vraiment pas mal. Ouais, ça, il était vraiment chouette celui-là parce que il était court en fait, il était plus court que les autres, mais c'était vraiment le rendez-vous de tout le monde avant d'aller sur le festival. Donc, c'était le vrai vraiment très apéro chouette. avant le festival. Ouais. C'est ça. Et donc on avait le 21 juillet aussi sur la place. Ben voilà, en fait, ces apéros, c'est une organisation d'événements, ça demande quand même de la logistique, ça demande quand même de la main-d'œuvre, ça demande pas mal d'investissement. Je parle pas forcément en argent, mais en matériel, en temps de travail, etc. Et donc, on a les apéros, ça marche très bien. On est sur, donc là, on restait vraiment centré sur toi. On restait vraiment intramuros. On allait dans des lieux vraiment chouettes. On s'installait, on restait là. Donc c'était le dimanche, 11h, 20h. Parfois ça dérapait, on allait jusqu'à 22, 23h. Ça dépendait un peu. Il y avait du monde, c'était blindé à chaque fois. On faisait entre 500 et 800 personnes par événement. Et ça roulait très bien, quoi. Notre organisation, on avait une armée de bénévoles qui venaient chez nous et qui se marraient vraiment bien. Enfin, c'était vraiment le rendez-vous, quoi. Je me souviens d'un truc qui maintenant pourrait paraître tout con, c'est que les apéros Up and Down, t'avais toujours un ou une putain de photographe qui venait, et après vous mettiez des albums avec tous les gens qui étaient là sur Facebook. Et en fait, ça c'était trop intelligent. Parce que après, comme c'était des super belles photos, après l'apéro Up and Down, t'allais sur Facebook, tu regardais, il y avait un tel, une telle et tout. Et ça, c'était C'est trop... du marketing, les Ah gars. bah ouais, c'est ça. Bah ouais, non, c'est vrai, on voulait marquer le coup. Et en fait, la photographe Tess Meurice avec qui on travaillait, en fait, elle était vraiment... Elle sortait des clichés de dingue, quoi. Ouais. Et effectivement, c'était vraiment marrant parce qu'à cette époque-là, comme tu dis, les événements... On allait à un événement, voilà, on était dessus, mais on était rarement photographiés ou autre. Alors, il y en a certains qui s'appelaient, d'autres à qui s'appelaient pas. Mais là, tu venais, t'en as beaucoup qui, en fait, arrivaient à l'apéro et disaient, je vais avoir ma nouvelle photo de profil Facebook, quoi. C'était hyper drôle. Bah ouais. Et elle nous faisait vraiment des photos super qualitatives, donc c'était vraiment chouette. Et ça permettait effectivement d'avoir aussi, maintenant de reprendre ses albums aussi, c'est toujours chouette. Et on a toujours sur les apéros maintenant une personne qui suit aussi, même si la formule maintenant est différente, quoi. Et je pense qu'à un moment donné, on arrive tout doucement à la fin des apéros comme on les connaissait à l'époque, parce que le Covid. C'est ça, ouais. Covid, 2 ans d'arrêt dans les dents. 2 ans d'arrêt, ouais. Donc, en fait, donc on a les apéros qui cartonnent. Du jour au lendemain, on arrête tous les événements. Alors, quand on bosse dans l'event, c'est pas évident. Il a fallu faire preuve de pas mal d'inventivité, de rebondissement, tout simplement. Et donc, sur les apéros, donc le Covid passe et on se dit, OK, on relance la chose, quoi. Alors, on remet l'équipe autour de la table. Il y en avait certains qui avaient acheté une maison, d'autres qui devenaient parents, qui étaient un peu moins investis. Et donc, on prend la décision en fait, de dire OK, les apéros, stop, ou alors il faut une équipe qui le pousse derrière, quoi. Et donc, là, on se retrouve en fait avec Antoine. On se retrouve à 5 autour de la table et on décide en fait avec Antoine de reprendre les apéros parce que c'était un peu... Moi, c'était mon ADN forcément puisque je bosse dans l'event et donc de commun accord, on relance ça. On le relance sur la même formule que précédemment, donc les mêmes endroits, le même moment. Et là, en fait, on fait un bouillon, mais pendant la première année, on fait un bouillon complet parce qu'en fait, tout simplement, on sort de 2 ans de Covid et les gens, en fait, le dimanche, tu les sors plus de chez eux, quoi. Ils restent dans leur canapé et merci, au revoir, quoi. Et donc là, on se dit quand même, OK, on a essayé, ça marche pas, il faut se réinventer. Et là, l'idée, c'est de partir sur une formule plus festive. Donc, vendredi, un peu en mode after work, 17-23 heures. Et de ne plus rester uniquement sur Toin, mais de partir dans les villages. Et donc, on teste ça la première année. Alors, techniquement et logistiquement, c'était assez dur parce qu'en fait, on arrive sur des lieux qu'on connaît pas, où on sait pas où est la prise d'électrique, où on sait pas où avoir un raccord d'eau, où les infrastructures sont pas toujours adaptées pour nous accueillir. Et donc, on teste ça une première année, ça marche, deuxième année, ça marche, et là, ça roule, quoi, c'est parti. Donc, on a cette formule maintenant où on va vraiment devant chez les gens, donc on fait le tour des places de village. Il y a 7 dates. Puisqu'il y a 7 villages. Avec la 8e date qu'on a fait en fait cette année, c'était une première, mais on a fait un apéro hivernal pendant Noël ensemble. Et donc c'est un peu pour boucler la boucle de toute cette tournée estivale, de pouvoir avoir une date
hors été en fait, mais où on relie un peu tout le monde. Et donc dans les villages, c'est un vrai succès parce qu'en fait on s'installe vraiment sur les places de village à l'ancienne, en arrivant encore avec des caravanes de la caravane pass, avec nos structures, etc. Donc on monte l'événement en 3 heures, on le démonte en 2 heures. Donc c'est vraiment très très rapide. Et là la formule fonctionne parce que on est vraiment devant chez les gens, et donc c'est pas rare une personne qui sort, qui voit l'événement et qui va appeler tous ses voisins, et donc en fait ça finit en grosse fête des voisins, ou même d'autres personnes de village viennent, ou des extérieurs viennent redécouvrir des villages. Je pense notamment à l'Air Fausto. En fait il y a jamais personne qui s'arrête à l'Air Fausto, et donc on fait vraiment en fait redécouvrir des places de village, et donc c'est marrant parce que au début des apéros, c'était vraiment, on fait découvrir vraiment des lieux très beaux, que les gens connaissent pas. Et là, au final, maintenant, on leur fait redécouvrir leur place de village, quoi. Ouais, donc tout c'est à fait. vraiment hyper drôle. Et ça reste encore, moi, dans ce que j'ai toujours relancé pour les événements, c'est de rester convivial, de rester authentique. Et là, on est en plein dedans, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un gros succès. Cette saison, on a eu un peu plus de mal avec la météo, mais ça reste quand même, le bilan général est très positif, quoi. Il y a une période quand même, celle du Covid. Tu l'as un peu survolé, mais moi j'aimerais bien qu'on revienne un peu dessus quand même, parce que je me demande c'est quoi la vie de quelqu'un qui bosse exclusivement. T'allais le faire. J'ai exactement ce que j'allais demander. C'est pas radiophonique, mais Théo me regarde en me disant ouais. Mais donc ouais, c'était quoi ta vie à ce moment-là? Tu dis que tu as dû faire preuve d'un peu d'inventivité, mais dans quel sens? Qu'est-ce que tu as fait pour te retourner? Comment est-ce que tu as vécu cette période-là? C'était très chaud, parce que en gros du jour au lendemain on te dit t'as plus de boulot, et on sait pas combien de temps ça va durer, quoi. Alors moi je suis une nature très positive de base, donc je me dis bah ok ça va. De base c'était, on se dit ouais ça va durer 1 semaine, 2 semaines et ça va passer, et finalement non, on voit que ça s'enlise. Nous, avant le Covid, on organise un des derniers événements. On fait une soirée années 90 à la distillerie. Et je pense on fait l'événement le samedi, et genre à partir du mercredi c'est le couvre-feu total, tu peux plus sortir, tu peux plus rien faire, quoi. Et du coup on a vraiment cette dernière soirée où les gens en fait sont venus vraiment en masse parce que c'était limite une soirée d'adieu. Et on fait donc on entre en Covid, et là je me dis ok qu'est-ce qu'on va faire. On avait effectivement toute la saison qui était prête pour les apéros. On avait, nous, l'agenda pour la caravane pass qui débordait. Et là, du jour au lendemain, t'as plus rien. Je me dis, ouais, ok. Je dis, en fait, il y a 2 solutions. C'est soit on cherche, on trouve, on essaye, on teste, on trouve des nouvelles formules, ou soit on s'assied là et on risque en fait d'y passer, quoi. Et donc, moi, en fait, pendant le Covid, on n'a plus bossé sur les événements, etc., mais on a lancé plein de trucs. Donc, on a notamment mis des caravanes de camping en location à l'Odeur. Et en fait, maintenant, 4 ans après, elles sont toujours en location là-bas. Et chaque année, on peut louer des caravanes de camping chez la Caravane Pass, qui sont installées au camping des lacs de l'Odeur. Il y a plein de trucs. On a lancé le bar à domicile aussi. J'allais dire, Où l'idée avec c'était. Tom, avec le Ouais, c'est Beffroi. ça, avec Tom du Beffroi, ouais, quand il y était. Et donc, l'idée c'était vraiment de pouvoir aller lui retrouver ses clients, et nous de pouvoir faire tourner le matériel et continuer à avoir du monde, quoi. Et donc, ce bar à domicile, en fait, il a super bien marché parce que, alors économiquement, c'était un désastre parce que tu fais 10 km pour livrer une shop à 2,50, forcément, tu gagnes pas ta vie. Mais ça nous a permis d'entretenir du lien avec nos clients, de pouvoir faire parler de nous aussi, quoi. On a eu des interviews sur quasi toutes les chaînes radio et télé par rapport à ça, parce que c'était vraiment une initiative. Il y avait en fait, dans ce moment de Covid, tu avais vraiment une effusion, une émulsion en fait de personnes qui testaient des choses, qui essayaient, et en fait c'est des choses qui maintenant continuent. Tu vois, nous le bar à domicile, on le propose plus en formule nommée bar à domicile, mais on va maintenant dans des sociétés avec une caravane, avec des boissons, avec des serveurs, et on s'occupe vraiment de toute la gestion de A à Z. Ça a permis aussi de développer des lignes d'activité sur nos autres caravanes. Donc maintenant on propose une caravane, le DJ jockey, le matos sono, ce qu'on proposait pas avant. Et donc il y a vraiment eu cette ça a été un peu une claque, mais une claque qui a été positive, en fait, puisqu'elle a vraiment permis
de se réinventer, de lancer de nouveaux services. On a fait la vente de caravanes aussi. Donc maintenant, dans nos ateliers, tu veux une caravane radio, studio radio pour aller devant chez les gens, on peut la construire, on peut te la vendre, quoi. Et donc, c'est de l'activité en fait qui tourne maintenant, qui génère du chiffre d'affaires chez nous et qui en fait, s'il n'y avait pas eu le Covid, je ne sais pas si on y serait arrivé, quoi. Donc, c'est d'avoir été vraiment le nez dans le guidon qui a permis de pivoter, de trouver de nouvelles idées, de rebondir tout simplement. Ok. Moi, tout ce que tu me dis là, ça me donne envie de te poser une question. C'est que quand même, t'as vu du paysage, t'as un peu bougé dans toute la Belgique, en tout cas francophone, avec tes activités DJ, la caravane pass, etc. Mais t'as quand même toujours continué à prendre des initiatives hyper locales à toi. Est-ce qu'il y a une motivation, enfin, c'est quoi la motivation derrière? Il y a une motivation en fait à retrouver tout simplement un bout de terre qui m'a fait grandir, qui moi m'a fait aussi prendre toute mon expérience, quoi, parce que on n'aurait pas fait des événements à Thoin, on n'en ferait peut-être pas aussi aujourd'hui à Charleroi, à Bruxelles, à Namur, quoi. Donc c'est aussi ici que j'ai fait mes armes, que j'ai vraiment pris mon pied sur les premiers événements, où j'ai grandi aussi, où les gens m'ont vu grandir aussi. C'est hyper marrant maintenant, des fois on organise des événements sur Bruxelles ou autre, et on a des étudiants qui viennent nous voir. Enfin, c'est génial, moi je trouve ça super cool, mais il y a à Thoin ce côté festif et convivial que tu ne retrouves pas ailleurs. Alors, parce qu'on connaît les gens forcément, mais j'ai déjà amené des gens de l'extérieur à Thoin, les mecs, ils hallucinent complètement quand ils vivent un événement ici, parce qu'il y a vraiment cette ferveur et cette envie de vivre et cette envie de fêter que moi, j'ai jamais retrouvé ailleurs, quoi. Ouais, donc c'est vraiment par amour de la ville, parce que on pourrait tout bêtement se dire que à Thoin, c'est pas forcément les endroits qui, enfin, la ville est incroyable, mais tu pourrais très bien le faire dans une ville plus grande et dépenser cette énergie-là dans quelque chose qui, toi, te permettrait de faire un événement beaucoup plus gros et te rapporterait beaucoup plus... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à Où fait, je veux tout en à venir? fait. Mais effectivement, oui, mais alors, je pars du principe, alors quand tu es organisateur d'événements, effectivement, il y a le côté financier derrière, ça forcément. Alors c'est vrai qu'on partirait ailleurs, on ferait des événements beaucoup plus gros, ben, Ouais, c'est ça ça. serait beaucoup plus, peut-être beaucoup plus rentable. On a déjà pris des bouillons hein, sur certains événements qu'on faisait ici à Thoin, parce que c'était des tests ou parce qu'on essayait des choses, mais il y a... il y a ce côté un peu magique aussi, et peut-être un peu chauvin aussi, mais de se dire voilà, on le fait à Thoin parce que ça reste Thoin. Et chaque fois qu'on a entrepris quelque chose, généralement ça marchait assez bien. Alors on fait plus ou moins 300 prestats par an sur la Caravan Pass. C'est des événements où on s'installe, où on vit l'événement aussi avec les personnes. Mais je retrouve jamais cette sensation festive et conviviale. J'en parlais tantôt de la convivialité, du côté humain, etc. Il y a qu'ici que je le retrouve. Alors peut-être que c'est lié à l'émotion aussi parce que ben, je suis né ici, j'ai toujours grandi ici, etc. Mais il y a ce côté festif que tu retrouves pas ailleurs, je trouve. On a beaucoup parlé de ta vie professionnelle. Enfin, en fait, t'es quelqu'un qui mêle le professionnel et le non professionnel. Mais on parlait du fait que tu avais donné des cours de DJing ici, mais tu as été administrateur à la Maison des Jeunes, aussi au centre culturel. Donc en fait, dans un sens, tu as toujours eu ton petit pied dans tout ce qui se passe ici, puisque enfin, ça reste une petite ville. Est-ce que tu as déjà une lecture de comment est-ce que la vie a évolué à Thoin sur les 10, 15, 20 dernières années? Est-ce que c'est vraiment différent de quand tu as vraiment commencé à t'investir dans la région? Mmh. Ouais, moi aussi, Enfin, savoir... déjà, il y a le Covid. Enfin, toi, Ouais, t'en as forcément, ouais, ça a parlé. changé beaucoup de choses, mais Ouais, savoir aussi, ça rejoint un peu ta question, c'est par rapport à 15-20 ans, toutes les démarches que tu fais maintenant, est-ce qu'il y a des portes qui se sont enfoncées, qui sont restées complètement ouvertes et c'est plus facile, ou voir un peu comment ça a évolué Mhm. pour faire des festivités à toi? bah alors c'est vrai que forcément une évolution il y en a eu hein, comme dans tout en soit une situation peut pas rester la même pendant 10-15 ans sinon c'est il y a un problème mais effectivement oui ça a évolué alors je sais pas si c'est positif je sais pas si c'est négatif En soi, c'est un fait. c'est Ça n'a un pas fait, besoin d'être l'un effectivement, ou mais l'autre. donc c'est différent, effectivement, parce que je me souviens quand on a fait quand je faisais mes premières soirées, on avait des soirées au Moussier jusqu'à 5-6 € matin. Chope à 1 euro. Ouais, je suis pas à 1 euro, donc c'était vraiment la grosse fête, mais c'était vraiment des moments où, oui, où les cafés ouvraient sans limite d'heure. Mais ça, on en a parlé aussi dans son podcast, hein, je l'ai écouté, elle en parlait aussi. Mais c'est vrai qu'après, ça amène son lot de dérives aussi.
Il y a eu notamment une période un peu plus sombre à Toin où il y avait des bagarres, où il y a des bandes organisées qui passaient, etc. Après, je pense que ça a été un peu aussi surmédiatisé. Mais voilà, c'est différent maintenant. Moi, je me retrouve très bien en fait maintenant dans les formats qu'on propose au niveau des horaires d'événements. Donc, c'est-à-dire, si on prend les apéros, on est sur un 17-23 heures. Ça nous permet de ne pas finir des démontages à 5 heures au matin, de pouvoir être frais et dispo le lendemain, parce qu'il y a des boîtes à faire tourner, il y a d'autres événements qui s'enchaînent aussi ailleurs. Et donc, de faire des formules en fait, où on n'est plus là jusqu'à 4 heures au matin, c'est différent, ça change. Mais enfin, moi, dans ma vie, en tout cas maintenant, tu disais mêler le professionnel et le pas professionnel. J'ai un enfant qui a 2 ans et demi, j'ai une vie de famille et donc forcément, je ne saurais pas assumer le fait de rentrer à 6 heures au matin d'un démontage d'événements et d'être opérationnel complètement le lendemain dans ma vie de famille, dans ma société. Donc là, effectivement, l'évolution, oui, elle se fait. Pour moi, c'est pas... non, en fait, en y réfléchissant, c'est pas négatif parce que ça permet d'être beaucoup plus centré, tu vois. Donc, tu sais qu'un événement a lieu maintenant de 17 à 23 heures, tu vas pas te pointer à 22 heures, quoi. Tu vas arriver beaucoup plus tôt et tu vas vivre l'événement beaucoup plus intensément que s'il était jusqu'à 4 heures au matin et que tu arrives limite en after à 1 heure, 2 heures au matin et où tu le vis pas du tout de la même manière. Donc, pour moi, ça a du bon et ça a du moins bon, mais ça permet en tout cas, pour moi, de vivre les événements plus intensément. À mon tour de faire une petite parenthèse chronologique, faudra la repositionner après. C'est parce que je viens d'avoir un flash. On a parlé des premières caravanes. Vraiment, on est très loin par rapport à ce qu'on vient de parler. La première caravane que tu m'avais dit, la première commande, c'est pour Fluide. C'est ça, ouais. Et donc, comment ça se passe? On vient de chercher ou on sait que tu fais déjà la caravane passe et on sait que tu as ce projet-là, ou c'est toi à un moment donné qui va toquer à une porte en disant écoutez, je fais ça, ça pourrait être cool? C'est un peu comme dans tout, désolé du mot, mais c'est un putain de concours de circonstances. Mais voilà, pour moi, pour moi, il n'y a pas d'hasard. Il y a des choses qui se passent parce que tu les as bousculées, parce que tu as mis certaines choses en place, etc. Et donc, ouais, la genèse de cette première caravane est vraiment épique parce que donc c'était ce photovan fluide. Et donc, en fait, donc, l'idée est sur la table de lancer la caravane passe. J'ai acheté une première caravane 50 balles qu'on a ramenée de Dinan. Je veux en faire quelque chose pour l'événement, mais je ne sais pas encore trop quoi. Il y a les idées qui sont plus ou moins sur papier, mais c'est un peu fouillis. Et il y a le projet Fluide qui débarque à Toin. Et eux voulaient faire un photomaton dans une camionnette. Et l'idée du photomaton, c'était d'aller prendre les gens en photo, d'imprimer ces photos ensuite à différents endroits dans la ville. Et donc je dis en fait vous voulez le faire et ça marchait, ouais, ça matchait pas niveau place parce que la camionnette était trop petite, etc. Et donc je vais voir au centre culturel, c'est vraiment une discussion, enfin on n'était pas au bar, mais c'est limite une discussion de comptoir, quoi. Et je dis vous voulez faire ça dans une camionnette? Je dis moi si vous voulez j'ai une caravane qui est là, quoi. Et donc on en discute et on se dit ouais, en fait ouais, la caravane est beaucoup plus grande, c'est insolite, etc. Et donc les bases, les fondations de la caravane passe commencent là-dessus, quoi. Et donc on réfléchit ensemble à comment l'aménager, ce qu'on va faire, etc. Et donc je dis, c'était Pascal Marlier à ce moment-là, et donc je lui dis écoute, moi on y va. Je dis on veut lancer la caravane passe. Alors ce qui était hyper drôle, c'est qu'on avait déjà le nom, on avait déjà le logo, on savait qu'on allait louer des caravanes pour les événements, mais il y avait encore rien derrière, quoi. Donc c'était vraiment une feuille blanche et tout était à écrire. Et donc je lui dis écoute, moi j'ai une caravane. Et on est parti, quoi. Et donc je lui dis écoute, cette caravane tu la prends, on la transforme, on fait un truc ensemble, vous l'utilisez pendant 6 mois, vous voyez ce que vous voulez en faire, nous on continue notre aventure sur le côté. Et donc en fait cette caravane part au centre culturel, est transformée en photomaton, alors photomaton super archaïque, hein. C'était quand même Simon qui travaillait au centre culturel, qui s'enfermait pendant 8 heures dans la boîte noire et qui faisait des photos, tu vois. Tu ressortais de là, t'étais complètement déphasé, tu savais plus quel jour t'étais, quelle heure il était. Mais c'était vraiment les bases du photovan, en fait, qu'on a maintenant, qui est complètement automatisé. C'est toujours cette même caravane qu'on a maintenant, 10 ans après, qui est encore chez nous, mais avec un PC, etc., qui est beaucoup plus évolué. Et donc, cette caravane, elle part avec lui pendant 6 mois. Et c'est marrant parce que c'est ce qui a vraiment lancé le projet à Caravan Pass, qui a fait connaître aussi la Caravan Pass. Et donc, sur le côté, nous, on a commencé à faire une billetterie, à faire un stand photo, etc. Et donc, ça a vraiment fait
un gros Big Bang un peu parce que il y avait cette caravane fluide qui tournait, qui était lettrée, estampillée aussi la caravane pass, qui allait sur les différentes conventions. Elle a été jusque Mons, donc c'était vraiment au tout début, quoi. Et donc, c'est ce qui a vraiment permis de lancer le projet. Et donc, après 6 mois de fluide, cette activité s'arrêtait. La caravane est revenue chez nous. On l'a transformée à notre sauce avec un nouveau branding, etc. Et elle existe toujours aujourd'hui, quoi. Donc, c'est ça qui est drôle aussi. Tu parlais tantôt un peu de laboratoire. Ben ouais, en fait, c'est vraiment ici, en fait, à Toin, que la caravane passe est née, en collaboration avec des institutions publiques. Donc, c'est vraiment hyper chouette de voir là où maintenant ça nous mène. Et là où on en est aujourd'hui, et peut-être que s'il n'y avait pas eu cette démarche, peut-être qu'on n'en serait pas là, peut-être qu'on serait sur autre chose, quoi. Et donc, c'est fou de se dire que ça a débuté à Toin, que ça s'est développé à Toin et qu'on y est encore toujours, on a toujours notre pied à terre ici, quoi. Ouais, c'est vrai que pour une entreprise qui est encore quasiment vierge à ce moment-là, se dire qu'avant même qu'on ait fait d'autres caravanes, on a déjà une vitrine qui tourne dans Toin, c'est un beau départ, ouais, c'est un beau tremplin, ça permet d'avoir beaucoup de visibilité dès le début, quoi. C'est ça d'avoir beaucoup de visibilité, c'est ça aussi quand je disais tantôt, quand je parle toujours en on, c'est qu'il y a en fait énormément de personnes et je compte là-dedans aussi les sympathisants de la Caravane Pass, quoi. Ça m'arrive fréquemment encore ce week-end de croiser des gens qui me disent « Ah, et la Caravane Pass, ça dit quoi ?» Ben, je dis ce week-end, on a une caravane à Bruxelles, une à Namur, une dans le nord de la France, on en a une qui tourne avec Radio Contact, et les gens en fait s'intéressent vraiment à l'histoire de cette société qui... Pour l'anecdote, on travaille pas beaucoup à Toin, en fait, parce qu'on travaille beaucoup pour des grosses organisations, des festivals. On fait Solidarité, on fait Dour, on fait Esperanza, on fait la CEMO, qui sont pas des gros événements à Toin, mais c'est marrant de se dire que sur les événements à Toin, en tout cas ceux que j'organise principalement, il y a toujours une caravane ou l'autre, quoi. Donc c'est aussi la petite info insolite. Ça permet de faire une belle transition sur le fait que tu parles que vous êtes beaucoup à l'extérieur. On a parlé beaucoup de la caravane pass. T'as pas que ça comme activité. Je pense à c'est Monsieur Événement, Monsieur Event. Donc Monsieur Événement, c'est une cellule aussi que j'ai montée, qui fait partie de la Caravane Pass, mais qui est plus axée sur l'organisation, la gestion logistique des événements. Et donc en fait, c'est mon activité d'indépendant, homme petit bricoleur, qui prend aussi des belles proportions. Et donc l'idée, en fait, c'est de mettre un peu mon savoir-faire sur différents événements ou différents montages. Et donc, avec ça, notamment, on a participé au Salon de l'Auto, où on a monté le stand Maserati avec d'autres sociétés aussi en collaboration. L'hiver, on fait les suspensions dans les centres commerciaux. Donc, on joue, en fait, de nuit sur des nacelles pour faire tous les éclairages dans des shopping centers à Nivelles, au Luxembourg, etc. Donc cette activité Monsieur Événement aussi, c'est un peu un parallèle de la Caravane Pass, mais sans en être un, puisqu'en fait toute l'expérience qui est dans cette cellule Monsieur Événement, elle vient des différentes expériences aussi qu'on a eues avec la Caravane Pass, qu'on a eues sur les apéros, sur l'ensemble, et donc c'est vraiment en fait un cheminement un peu naturel. C'est vrai que dans toutes les choses que tu fais, même si c'est des choses bien distinctes, il y a plein, ouf, punaise, compliqué celui-là. Il y a plein de liens qui se font entre tout, quoi. Donc, c'est ça, il y a plein d'interactions et c'est toujours aussi inspiré. Je parlais tantôt de la caravane nursery, mais c'est inspiré aussi de ma propre histoire, quoi. Donc c'est toujours effectivement des interactions. Alors le monde de l'événementiel, pour moi, il est magique parce que dans le monde de l'événementiel, tu peux tout faire. En fait, tu pars d'une page blanche et tu peux tout créer. Que ce soit un événement, que ce soit une cellule événementielle, que ce soit du matériel. C'est un monde en fait où tu as un peu une baguette magique. Alors aujourd'hui, j'ai une clé à molette. C'est pas une baguette magique, mais je sors d'un montage d'événements. Mais voilà, avec des outils, avec un peu d'envie, un peu de magie, tu peux tout créer. Et c'est vraiment... je pense que dans quasi ce secteur-là où tu peux vraiment partir d'une feuille blanche et vraiment faire un truc waouh, parfois avec pas grand-chose, mais voilà, Ce qui est très cool quand on t'entend parler, c'est ce petit côté où quand on parle, il y a 800 000 événements, mais il y a toujours cette petite patte de petit artisan qui va finir, enfin qui fait tout, je dis toi, mais c'est toute ton équipe, vous faites tout encore vous-même et toutes des choses ainsi. Ça, c'est cool d'entendre ça alors que c'est des proportions, enfin tu fais tellement de choses que ça pourrait même quasiment être
pas industriel, mais ça pourrait être beaucoup plus. Et au final, non, vous continuez à avoir votre petite main sur tout ce qui se passe, quoi. Mais il y a toujours cette patte artisanale, parce que pour moi, une fois que tu grandis, une fois que tu industrialises, etc., tu perds vraiment l'essence même du produit. Et donc, effectivement, de pouvoir être... voilà, les auditeurs là ne l'entendent pas, mais je suis en habit de travail. Je viens d'une journée complète de démontage sur événement. On postera la photo. Voilà. Mais oui, c'est ce qui permet aussi d'être un peu maître du produit et de pouvoir toujours un peu contrôler la qualité aussi. Donc, je suis un fervent défenseur de l'artisanat. En 2020, j'ai été nommé artisan de l'année belge par le SPF Économie. C'était aussi un beau sacre aussi, parce que voilà, en se disant on transforme des caravanes, on est un peu personne. Au final, on a vraiment une reconnaissance du travail qui est fait. Et en fait, les artisans sont des personnes qui mettent en fait tout leur cœur et leur âme dans ce qu'ils produisent. Et donc, ça peut être un bijoutier, ça peut être un boucher, ça peut être un boulanger, ça peut être un fleuriste. Tu vas jamais aller chez un artisan et être déçu de la qualité du produit que tu as, parce que la personne, elle mettra tout en œuvre pour que son produit soit bien fait, pour que surtout avoir la satisfaction du client. Ok. Est-ce que tu as l'impression que la taille de la société maintenant, le nombre d'événements que vous faites, t'es arrivé au maximum de ce que tu veux? Est-ce que tu cherches à faire plus, ou est-ce que tu as l'impression que là, tu as un rythme de croisière qui te permet, où tu es vraiment toi à l'aise et tu te dis non, je vais rester comme ça, je vais continuer à travailler dans ce genre d'événements, je vais continuer à faire même de nouvelles choses, mais dans ces proportions-là? Ou est-ce que tu te dis, là, on est encore aux prémices de quelque chose et je vois un peu plus grand pour plus tard? Un peu le problème, c'est un défaut et une qualité en même temps, c'est que j'ai 1001 idées à la seconde, et donc effectivement là la Caravan Pass existe comme elle existe aujourd'hui. Ça fait quand même 10 ans qu'on a lancé l'activité, elle a déjà évolué, elle a déjà bien évolué même, mais il y a encore plein de surprises dans les boîtes, quoi. On a encore 1000 projets dans les cartons, des projets que ce soit sur des nouveaux véhicules à créer, sur des nouveaux projets à lancer, sur des nouvelles activités à faire. Et donc je pense que, un peu comme tous les projets que je chapeaute ou que je gère, ça va être en constante croissance et en constante évolution aussi, parce qu'on s'adapte aussi au marché, aux demandes des personnes, etc. Et donc, encore une fois, si tu restes sans bouger, si tu restes un peu immobile, c'est pas très bon. Donc voilà, l'idée, c'est toujours de bouger, de faire du bruit et d'avancer toujours positivement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2025 alors ? Plein de caravanes. Non, ça c'est déjà fait. Mais non, qu'on puisse continuer surtout à s'épanouir dans ce qu'on fait. Moi, j'ai 32 ans, j'ai jamais eu l'impression en fait de travailler en fait dans ma vie, parce que je m'éclate au quotidien. Alors il y a des journées moins drôles que d'autres. Aujourd'hui, on ramassait, on nettoyait un événement complet, on démontait sous la pluie, mais voilà, il y a toujours une note positive. Et moi, j'essaye, c'est tous les jours, même si on a eu une journée vraiment de merde, c'est d'essayer de tirer le maximum de positif et de dire ok, aujourd'hui il y a ça qui s'est passé, et donc de pouvoir continuer sur cette lancée vraiment positive où on se développe, où on prend notre pied, où tout se passe bien entre guillemets, quoi. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'était super cool, en tout cas merci pour l'accueil. Pour nous aussi, franchement, c'était c'est marrant, parce que tu vois, je me dis quand même que, allez, il y a quand même un discours un peu dominant pour le moment de il se passe plus rien en dehors des grandes villes et tout. C'est faux, ça. Et avec ce genre de conversation, tu te rends compte que non. Ouais, il y a des gens qui se bougent pour qu'il se passe des choses. C'est faux. Ouais, si tu creuses un peu, regarde ce week-end, en fait, t'avais Noël ensemble, t'avais plein de choses, t'avais le marché de Noël du berceau, t'avais des trucs partout, quoi. Donc quand tu cherches un peu, alors forcément, oui, tu vas pas retrouver des événements à 3-4 000 personnes dans une ville comme toi. Mais voilà, c'est ce qui fait aussi sa magie aussi, et c'est ce qui fait un peu aussi la partie sexy du truc, c'est que tu peux faire un événement avec 50 personnes et prendre ton pied comme si t'étais à une soirée à Bruxelles où t'as 10 000 personnes, quoi. Donc, ouais, à fond. Voilà, ok. Écoute, Frony, un grand merci. Merci les gars, et bonne fête à tous les auditeurs surtout. Ça, c'est important de le dire. Ouais, il faut le dire. Bonne fête à vous. Et si on publie l'épisode avant la fête... Qui sera pas le cas. Ce sera après Noël, mais peut-être avant le Nouvel An. Je sais pas, non, peut-être après le Nouvel An. Bonne année. Et bonne Saint-Valentin. Voilà, ainsi on est sûr. Et Berat Saint-Roch. Hein. Voilà, bonne soirée, bon bain ou bonne douche, je sais pas. Merci, c'est parti. Des gros mollets.